Nous sommes au tout début du XXe siècle. Ces 3 cadavres sont ceux de juifs russes, massacrés au cours d'un lynchage antisémite financé par l'empereur de Russie. Les personnes entourant ces cadavres ne sont pas les exécuteurs, bien au contraire. Ce sont des membres de l'Union générale des travailleurs juifs, exposant leurs défunts camarades comme des martyrs. L'Union des travailleurs juifs est une organisation socialiste. À cette époque, socialiste est un synonyme de communiste. Ils veulent renverser l'empereur de la Russie et abolir la propriété privée. L'Union des travailleurs juifs trouve un homme providentiel en la personne de Julius Martov. Ce politicien juif est dévoué à la doctrine modérée de l'écrivain Plekhanov, qui met en garde contre une révolution trop prématurée. C'est le pire qui puisse arriver au chef d'un parti révolutionnaire que d'être obligé d'assumer le pouvoir à une époque où le mouvement n'est pas encore mûr pour la domination de la classe qu'il représente. En somme, selon Plekhanov et selon Julius Martov, il est de prime abord nécessaire de transformer l'Empire russe en monarchie constitutionnelle, voire en république démocratique, avant d'établir le communisme. Certains de leurs camarades ne sont pas d'accord avec eux. C'est le cas de Lénine et de Staline. Selon ces 2 extrémistes, la Russie devrait être immédiatement transformée en État communiste, en faisant couler beaucoup de sang si nécessaire. L'entente ne peut pas se faire. Les débats sont si violents qu'un partisan de Plekhanov frappe Staline au visage. Les révolutionnaires russes se divisent alors en 2 camps. D'un côté, les bolcheviks, menés par Lénine et Staline. De l'autre, les mencheviks, menés par Julius Martov et Plekhanov. C'est le début d'une longue rivalité. À Noël 1904, dans un petit pays de l'Empire russe nommé la Géorgie, plus précisément dans une région nommée la Gourie, des militaires russes débarquent dans un village pour emmener de force des hommes devant effectuer leur service militaire. Quelque chose d'inattendu va alors se produire. Menée par les mencheviks, la population du village se révolte et fait fuir les militaires. Les mencheviks déploient un drapeau rouge et promènent le portrait de l'empereur, la tête en bas, en hurlant « À bas les despotes !» Cet esprit de révolte contamine rapidement les villes alentours. Bientôt, toute la région finit par déclarer son indépendance face à l'Empire russe. À la tête de ce petit État indépendant se trouve un menchevik, un disciple fidèle de Julius Martov, du nom de Tcheidze. Un diplomate italien décrit l'organisation de cet État indépendant. L'administration est organisée par les villageois eux-mêmes, d'une manière quasi communiste. Chaque homme contribue sa part d'argent ou de travail au bien commun. On peut voir des nobles, des prêtres et des marchands faire des travaux manuels d'intérêt généraux. Les principes socialistes sont enseignés dans les écoles. La peine de mort et les prisons sont abolies. À la place, les criminels sont simplement ostracisés sous la décision d'une assemblée populaire, aussi appelée soviet. Ce rêve éveillé ne sera qu'éphémère. Bientôt, l'armée russe rétablit l'ordre en Gourie. Pour regagner la confiance de la population, l'empereur accepte de créer une monarchie constitutionnelle. Il fait construire un parlement et organise des élections. Tcheidze y sera d'ailleurs élu député. Mais cela sera de courte durée. Bientôt, l'empereur retourne sa veste. Il fait dissoudre les parlements et fait arrêter les élus. Les mencheviks sont tous envoyés au bagne, en Sibérie. Ils finiront par s'en évader en creusant un tunnel avant de rejoindre l'Europe occidentale. Des années plus tard, loin de l'Empire russe, Plekhanov, Julius Martov et Tcheidze voient poindre à l'horizon la Première Guerre mondiale, opposant notamment la Russie à l'Allemagne. Julius Martov et Tcheidze mènent une campagne pacifiste et refusent de prendre un parti dans le conflit. Ils ne veulent pas avoir à choisir entre l'empereur de la Russie et celui de l'Allemagne, tous 2 des antisémites tyranniques. Mais à leur grande surprise, leur maître à penser Plekhanov prend le parti de l'Empire russe et encourage les militaires à partir au combat. Il déclare « La Russie fait une guerre juste. L'exploiteur opprime, c'est-à-dire attaque. L'exploité s'efforce de s'affranchir de l'oppression, c'est-à-dire se défend. Nous sommes moralement tenus de défendre notre patrie si elle est assaillie ou, en d'autres termes, si elle fait une juste guerre inévitable. » Pour Julius Martov, c'est une trahison. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne s'agit que de la première d'une longue lignée. 3 ans plus tard,
Excédé par une guerre mondiale qui n'en finit pas, le peuple russe renverse son empereur. Après presque 10 années d'exil, Julius Martov, Plekhanov et Tcheidze peuvent enfin rentrer en Russie. Tcheidze obtient des responsabilités très importantes dans le nouveau gouvernement. Mais cet ancien pacifiste, ennemi de la peine de mort, va alors prendre des décisions surprenantes. Influencé par Plekhanov, Tcheidze décide de continuer la guerre face à l'Allemagne. Par la suite, il soutient le maintien de la peine de mort. Désemparé, Julius Martov se désolidarise de ses camarades et organise une conférence internationale pour la paix. Au cours d'une manifestation pour la continuation de la guerre, Plekhanov déclare « Je considère toute participation à cette conférence pour la paix comme une trahison !» Plekhanov et Tcheidze ne se doutent pas que leur apologie de la guerre va se retourner contre eux. En novembre de la même année, les soldats russes sont au bout du rouleau. Ils refusent de partir au front. Ils se retournent contre le gouvernement va-t-en-guerre de Plekhanov et Tcheidze et installent à leur place les pacifistes Lénine et Staline. Plekhanov meurt soudainement d'une tuberculose, tandis que Tcheidze s'enfuit dans son pays natal, la Géorgie, où il maintient un bastion de résistance face à Staline. Ce dernier signe la paix avec l'Allemagne, cédant de nombreux territoires de la Russie. Tcheidze accuse. C'est une haute trahison envers la Russie. Lénine et Staline sont sûrement des agents doubles au service des Allemands. Ironie du sort, face aux troupes de Staline qui tentent d'envahir le petit royaume de Tcheidze, ce dernier n'a d'autre choix que de demander de l'aide à l'empereur d'Allemagne. Celui-ci accepte, sous certaines conditions, notamment celle que le gouvernement de Tcheidze ne touche pas aux biens de la noblesse. À contre-cœur, Tcheidze accepte. Je vais présenter un projet d'amélioration de la situation des ci-devant nobles. Mais un retournement de situation se produit quand l'Allemagne perd la Première Guerre mondiale et ne peut plus venir en aide à Tcheidze. Son petit pays se retrouve livré à lui-même, menacé par les troupes de Staline. Tcheidze requiert alors l'aide de l'armée française et anglaise. Elles ne sont pas enthousiastes à l'idée de venir en aide à un ancien protégé des Allemands. Afin de sensibiliser l'opinion publique à aider son petit pays, Tcheidze fait venir des dirigeants politiques d'Europe. L'un d'eux se nomme Karl Kautsky. Ce philosophe très célèbre fut l'élève personnel de Karl Marx. Ne parlant pas un mot de la langue de Tcheidze, Karl Kautsky est accueilli de façon très hospitalière. Les gardes lui font visiter des endroits magnifiques qui ne sont pas choisis au hasard. Le but est de lui donner une bonne image du pays. Kautsky déclare « Les rapports entre les ouvriers et les paysans de ce pays sont les meilleurs du monde. Ce pays est le seul qui n'ait point été le théâtre de la violence. » En fait, la réalité est moins joyeuse. Le petit pays est peuplé de plusieurs régionalistes qui ne supportent pas la centralisation du pouvoir dans les mains de Tcheidze. Ce seront notamment ces régionalistes qui, au siècle suivant, feront sécession du pays avec le soutien de Vladimir Poutine. Staline promet aux régionalistes une totale autonomie s'ils l'aident à virer Tcheidze du pouvoir. Une véritable guerre civile se met en place. Prêt à tout pour empêcher Staline de s'emparer du pays, Tcheidze devient brutal. Il ordonne qu'on désarme les soldats soupçonnés de sympathie stalinienne. Il fait dépouiller, et souvent même massacrer, des soldats parfois innocents. Un général de l'armée de Tcheidze s'insurge. Sous prétexte de désarmer les soldats, on les pillait littéralement. Exténués, à bout de force. Ces malheureux qui avaient tant souffert et qui n'avaient qu'un désir, rentrer chez eux, se voyaient enlever jusqu'à leurs chaussures. C'était quelque chose de révoltant. Tcheidze réfute ces allégations. Je déclare que tout ce qu'a dit le général est une basse insinuation et que le général est un calomniateur. Le général rétorque. Vous n'êtes qu'un lâche et une canaille, et j'agirai envers vous en conséquence. Tcheidze touchera le fond quand il fera une alliance avec l'armée de l'empereur déchu de Russie, le même qu'il visait à renverser dans sa jeunesse. Pendant ce temps, sur son lit de mort, Julius Martov ne pardonne pas à Tcheidze toutes ses décisions. Martov déclare « Le parti risque de devenir l'objet de la risée générale s'il commet une alliance avec ses ennemis de classe, s'il commet des actions contraires à l'esprit même de la politique révolutionnaire du parti. » Martov fait planer la menace d'une exclusion du parti menchevique, qu'il ne mettra jamais en œuvre, en raison de sa mort prématurée. Tiraillé et abandonné de tous les côtés, Tcheidze et ses partisans n'ont pas la force de repousser les armées de Staline quand elles finissent par débarquer. C'est la fin de l'indépendance de la Géorgie face à l'Union soviétique.
C'était à la fois la mort de l'indépendance, mais en même temps la renaissance d'un combat qui s'est poursuivi aussi bien en Géorgie qu'à l'étranger. Et c'est un combat qui a duré 70 ans. En 1921, Tcheidze et les membres de son gouvernement embarquent sur un navire. Ils s'installent à Paris, où est créée l'Association géorgienne de France. Mais la vie est chère dans la capitale française. N'ayant pas les moyens de s'y établir définitivement, Tcheidze et ses amis se mettent en quête d'une propriété dans laquelle ils pourraient cohabiter. Le 24 juin 1922, ils achètent, sur les fonds de l'État géorgien, le domaine de Leuville-sur-Orge, à 25 km de Paris. 5 hectares de terrain et un pavillon de chasse qui sera appelé le château. Une trentaine de partisans de Tcheidze vont y élire domicile, se partageant une quinzaine d'appartements et une pièce commune qui se nomme le Grand Salon. Leuville-sur-Orge est alors un petit village d'à peine 1 millier d'habitants. Sans eau ni électricité, la vie y est rude. Le retour au pays est de moins en moins probable pour Tcheidze et les économies s'amenuisent. Pour subsister, Tcheidze et les membres de son gouvernement en exil cultivent leurs terres. Les témoignages de l'époque indiquent que l'on peut souvent voir Tcheidze et les membres de son gouvernement en train de travailler dans leur potager. Le gouvernement de Tcheidze entretient des rapports étroits avec la résistance géorgienne. En 1923, au début 1923, la Géorgie a connu une accentuation de la répression. À la suite de l'assassinat d'un responsable géorgien de la Tchéka, qui était considéré par ses propres camarades comme un véritable boucher, on a procédé à une fusillade d'otages en Gourie. Une centaine de personnes, des femmes, des enfants, des cousins de ceux qui étaient censés être des opposants au pouvoir soviétique ont été liquidés. En 1924, on peut donc comprendre qu'une partie importante de la Géorgie se sentait humiliée, qu'une partie importante de la Géorgie était suffisamment désespérée pour considérer que le seul moyen de se libérer était de se soulever les armes à la main. Lors des préparatifs d'un soulèvement national en 1924, Tcheidze envoie des émissaires pour appeler au combat. Des milliers d'hommes se sont soulevés. Des milliers d'hommes ont cru qu'ils pourraient libérer leur patrie. Au cours de ces quelques jours, cette insurrection a duré une semaine. On a vu des milliers de mineurs, de paysans, c'était à la fois des mineurs et des paysans, des intellectuels, des étudiants, se lever contre le pouvoir bolchevique. Malheureusement, face aux régionalistes de Géorgie, qui continuent d'être fidèles à Staline, les hommes de Tcheidze sont inférieurs en nombre. Ils sont anéantis. Alors qu'il est toujours caché en France, Tcheidze est désespéré par cette défaite. Il prend un papier sur lequel il note « Ne blâmez personne pour ma mort ». Par la suite, Tcheidze met fin à ses jours. Au cours de ses obsèques, son camarade socialiste Léon Blum prononcera un discours. Vous tenez entre vos mains le bel idéal socialiste. Mettre la machine au service de l'homme, réduire la durée du travail, mieux répartir les richesses, étaler sur l'humanité les bienfaits collectifs de la nature et du progrès. Certains des alliés de Tcheidze ayant survécu seront traqués jusqu'au bout du monde par les staliniens, tandis que d'autres alliés de Tcheidze finiront par rejoindre le camp de Staline. De nos jours, dans le pays de Tcheidze, aucun hommage ne lui est rendu. Les hommages sont plutôt réservés à son ennemi. 55 ans après la mort de Staline, le 5 mars 1953, le musée de Gori, sa ville natale, tente toujours d'honorer la mémoire du plus célèbre des Géorgiens. Ici, c'est l'enfant du pays, devenu grand homme, qu'on vient découvrir, pas le responsable de 15-20 millions de morts pendant ses 30 ans de règne. Staline occulte donc la mémoire de Tcheidze. Pourquoi seule la Géorgie de l'émigration perpétue-t-elle avec fidélité cette mémoire? Ne serait-ce pas parce que la Géorgie d'aujourd'hui est encore profondément marquée par le syndrome soviétique?